Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires d'horreur. Une seule règle dans cette vidéo, toutes les histoires sont vraies. Règle plutôt simple. On va pas tergiverser plus longtemps que ça sur l'introduction, vous avez compris le principe, ça va être des histoires vraies. Ça va aborder des trucs que les gens n'expliquent pas, des trucs que les gens expliquent peut-être. En tout cas, on va se plonger dans ces histoires, je vais vous les raconter, j'espère qu'elles seront le plus immersives possible et qu'elles vous plairont. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, Insta, Twitter, tu me suis où tu veux, sauf dans la rue parce que ça c'est pas forcément très cool. Les stalkers ça peut être méchant. D'ailleurs, je fais des fois des petits teasings sur Instagram. Par exemple, il y a quelques jours j'ai teasé cette vidéo. Cette ville est remplie de monde. Bon. Et mauvais. Il marche sous le soleil, ou la pluie, dans la paix, ou le chaos. Certains attendent le bon moment pour frapper, comme un prédateur sur sa proie. Mais je suis là aussi. J'observe. Ils ne savent pas où je suis. Mais ils savent comment me contacter. Quand ils le font. Ils savent que ce n'est pas pour demander de l'aide. C'est un avertissement. Pour eux, ils pensent que je me cache dans l'obscurité. Mais je suis l'obscurité. C'est pas encore finalisé, je suis encore sur le montage, mais ça va sortir. Je trouve que le rendu il est pas mal, personnellement. Bon allez, j'arrête de faire ma propre sponsor, et on est parti pour se plonger dans ces histoires qui font peur. Première histoire, mon cousin et sa famille vivaient dans leur maison depuis 5 ans. Sa femme quittait la maison pour déposer le bébé dans une crèche avant d'aller au travail, mais une fois elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone à la maison. Elle y est retournée, elle est entrée dans la maison, elle est allée dans le couloir et elle s'est prise les pieds dans l'échelle qui menait au grenier. C'était une échelle qui n'était jamais utilisée. Le grenier n'était jamais arpenté par mon cousin ou sa famille. En plus de ça, mon cousin est parti au travail des heures plus tard, donc c'est sûr que ce n'est pas lui qui avait déplié cette échelle. Silencieusement, sa femme a quitté la maison, elle a appelé la police, et quand la police est arrivée, ils ont enquêté dans la maison, et ils ont trouvé un transmetteur courte portée qui était connecté à plusieurs caméras cachées dans la maison de mon cousin. Il y avait une caméra dans la douche, dans le faux plafond au-dessus de la chambre du couple. Il y avait même une caméra dans la chambre du bébé qui envoyait des vidéos à une localisation non loin du domicile. Il se trouve qu'en fait, leur voisin, qui se trouvait à quelques maisons, avait reçu des clés des anciens propriétaires et ils avaient installé un équipement de surveillance une fois qu'ils connaissaient l'emploi du temps de mon cousin et de sa famille. La femme de mon cousin a surpris un de ses voisins à mettre à jour son équipement, mais il a oublié quelque chose chez lui et il est parti le chercher quand elle est rentrée. En fait, ces fameux voisins surveillaient mon cousin, sa femme et leur enfant depuis des années. Méfiez-vous de vos voisins. Là, si vous n'avez pas compris, en gros, quand la femme est rentrée et qu'elle avait oublié son téléphone, en fait l'escalier du grenier était déplié parce que le voisin était en train de mettre à jour son équipement. Et en fait, le voisin n'était pas là parce qu'il avait oublié un outil, mais en fait il était là dans la maison précisément parce qu'il savait que personne ne devait y être. C'est chaud, ça commence bien déjà. Je suis allé chez ma tante et chez mon oncle lors de vacances en famille. Il y a 10 ans, nous avons conduit du sud du Texas à une petite ville du Missouri et nous y sommes arrivés à 1 h du matin. La famille était composée de moi-même, de 2 jeunes sœurs, ma mère et mon père. La plupart des membres de la famille avaient faim pendant tout le long du trajet. Donc, naturellement, on s'est dit qu'on allait voir si un fast-food était ouvert. On était fatigués du long trajet en voiture. Moi, j'avais envie de rester à la maison. Ma mère m'a dit qu'une de mes sœurs allait rester aussi. Je me suis installé dans le salon, j'ai regardé la télévision et j'ai commencé à m'assoupir légèrement. Je me souviens avoir entendu des crépitements dans le couloir et j'ai donc supposé que c'était ma sœur qui courait partout. Un peu plus tard, ma mère a appelé. Elle voulait me demander ce que je voulais manger. Et en fond sonore, j'entendais mes 2 sœurs se disputer. J'ai entendu un petit rire derrière moi. Je me suis redressé immédiatement et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. J'ai demandé à ma mère si ma sœur n'était pas restée avec moi mais était bien partie avec elle et elle m'a confirmé que c'était le cas. Jusqu'à ce que tout le monde revienne, je suis resté dans un coin de la pièce. Conclusion de cette histoire, soit ne pas manger de fast-food, soit méfiez-vous des fantômes. Cette histoire-là, je l'aime bien parce qu'elle est un peu tricky, vous allez voir. Pendant la récréation à l'école, j'ai remarqué un groupe d'autres enfants qui patientaient à l'extérieur d'une salle de stockage et qui criaient, voulant avertir les autres enfants de ne pas s'approcher de la porte parce qu'il y avait un œil qui pourrait nous regarder. J'étais curieux parce que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Je voulais voir par moi-même ce qu'ils essayaient d'expliquer. Ils avaient l'air d'avoir très peur, donc doucement je me suis penché pour pouvoir regarder de plus près
à l'intérieur de la salle de stockage. Effectivement, en regardant au travers de la serrure, j'ai vu qu'il y avait un œil qui me regardait. Ça m'a tellement fait peur que je me suis uriné dessus. Je me suis légèrement évanoui. J'ai été transporté au bureau de l'infirmière et un concierge est donc allé voir dans la salle de stockage pour voir ce qu'il pouvait s'y cacher. Il s'avère qu'en fait, quelqu'un avait placé un miroir de l'autre côté de la porte contre la serrure et qu'en fait, l'œil qu'on pouvait voir de l'autre côté, c'était notre propre reflet. Là, vous avez compris pourquoi je l'aimais bien. On passe à l'histoire suivante. Mon père travaillait dans une usine et recevait souvent des gens pour dîner. Quand j'étais petit, la plupart des gens qu'il a amenés étaient des gens assez rudes. Ils avaient toujours des regards assez sévères. Mon père, lui, essayait d'être assez affectueux envers eux. Il était très cordial. Ma mère, elle, était assez ennuyée à chaque fois de ces dîners parce que quand vous avez 4 enfants à la maison, vous n'avez pas envie que des étrangers viennent chez vous. Au bout d'un moment, ma mère a dit que c'en était assez. Et tout cela s'est terminé, quasiment. On fait un bond dans le temps. On a découvert qu'un des collègues de mon père et un autre homme qui l'a ramené plusieurs fois à la maison, quelqu'un d'ailleurs qui donnait la chair de poule à ma mère, ont été reconnus coupables de meurtre. Ils avaient découpé leur victime, une jeune fille, et avaient placé son corps dans des sacs poubelles. Et ils jetaient les restes dans des poubelles qui se trouvaient à des kilomètres de chez nous. C'était une route qui était assez isolée. On a mis du temps à la retrouver. Et cette jeune fille était une jeune fille qui avait exactement l'âge de ma sœur à l'époque. Tout cela a eu lieu 1 mois après que ma mère ait dit qu'elle en avait marre des dîners. Après avoir appris tout cela, mon père a arrêté d'inviter des étrangers à la maison. Et on comprend pourquoi. Ah, ça c'est genre un truc, ça fait froid dans le dos quand tu sais que tu as accueilli des gens qui sont potentiellement coupables de meurtre. Bon là, pour le coup, c'est vrai. Je pense que tu te sens pas très bien, genre je pense que tu as l'impression que ta maison elle est souillée, tu vois, d'une mauvaise énergie. Je peux comprendre que ça jette un froid. Mon cousin et moi, nous nous promenions dans les bois. À un moment donné, nous avons vu un homme debout dans les buissons. Il ne portait que des collants, des chaussures habillées et une montre. Et cet homme-là nous tournait le dos. Nous nous sommes en quelque sorte figés là. Nous le regardions. Il a dû entendre le bruissement derrière lui que nous avions provoqué. Et il s'est lentement retourné. Il avait le sourire le plus effrayant que j'ai pu voir de ma vie. Il a commencé à se déplacer lentement vers nous, tout en faisant un signe avec son doigt. Je me souviens avoir été figé de peur avant de me retourner pour regarder mon cousin, qui lui n'était plus là. Je ne pouvais voir que ses talons, au loin, m'indiquant qu'il avait déjà pris la fuite. Bien sûr, je l'ai suivi immédiatement. Et je ne pense pas avoir couru aussi vite de toute ma vie. Qu'auriez-vous fait à leur place? Ceux qui auraient fui également en courant, lèvent la main. Surtout quand vous avez 8 ans, c'est l'âge qu'ils avaient dans leur histoire. On peut se poser la question, que ferait un homme comme ça dans la forêt? En collant, avec des chaussures habillées, je ne pense pas qu'il était en train de faire une petite promenade nocturne. On pourrait supposer en soi que c'est un somnambule, peut-être, hein. Je pense que c'est une théorie qui tient la route, même si elle demande quand même pas mal de preuves supplémentaires. Je préfère tomber dans la facilité, le creepy en se disant c'est juste un taré qui était là et que si jamais il avait attrapé les enfants, il les aurait tués. Ça fait un peu plus froid dans le dos. C'est plus gore, c'est plus creepy, mais ça fait plus froid dans le dos. On peut se le permettre parce que les enfants qui ont vécu l'histoire, ils ont rien. Celle-là, c'est une des histoires que j'ai pu lire qui commence le plus rapidement. Vous allez comprendre de suite. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec un homme à califourchon sur moi avec sa main sur ma bouche et mon nez. Il m'a dit de me retourner et de ne pas crier. J'ai roulé sur le sol et j'ai essayé de crier au meurtre. J'ai essayé d'appeler à l'aide. Je dis bien essayer, parce que lorsque vous êtes vraiment terrifié, vous pouvez mettre quelques instants avant de retrouver votre voix. Ma mère m'a entendu crier, elle est entrée dans ma chambre et elle s'est battue avec la personne qui était sur moi. Il était très grand, elle était plus petite, mais elle lui a fait assez peur avec les coups qu'elle lui a portés et les cris qu'elle faisait. L'homme s'est enfui par la fenêtre et il n'a jamais été attrapé. Je vous ai dit que c'était que des témoignages 100% réels? Ouais. Non, c'est juste comme ça. Quelqu'un a envoyé à un de mes amis un tas de photos de sa femme par la poste en train de passer sa journée à vaquer à ses occupations. Certaines de ces photos avaient été prises directement au travers des fenêtres de la maison. Il n'y avait aucun message avec l'enveloppe, uniquement les photos. La police a été appelée. Ils ont enquêté, mais ils n'ont rien trouvé. Cette situation a fait que mon ami ainsi que sa femme ont déménagé. En fait, je suis en réflexion là. Je me dis, une personne qui fait ça, c'est quoi son but? C'est juste montrer, regarde, je prends ta femme en photo, c'est tout, tu vois? Il n'y a pas de chantage, pas de menace, rien. Quel est le but? Si vous avez des théories en commentaire, n'hésitez pas. Je me dis éventuellement le mec il veut juste montrer qu'il est là et qu'il stalk, mais c'est bizarre, tu vois, il fait une fixette sur la femme. Je sais pas. C'est peut-être une technique de séduction, hein. Dites-moi mesdames dans les commentaires si jamais on prend des photos de vous, à votre insu évidemment, quand vous faites diverses choses chez vous et qu'on vous les envoie, est-ce que vous vous dites tiens mais quel est ce mystérieux séducteur? Ou est-ce que vous vous dites plutôt j'appelle la police, va en prison coco? Encore une petite histoire? Allez, c'est parti, c'est pour moi, c'est cadeau. Je jouais dehors avec mes frères et sœurs, ainsi que mes voisins. Et alors qu'on était occupés à jouer, une dame s'est approchée de moi et m'a emmené chez elle, dans un quartier voisin. Cette dame semblait gravement déprimée. Son mari l'avait quittée, après la mort de leur fils, et elle n'arrivait pas à gérer sa dépression. Elle m'a emmené chez elle, m'a nourri,
il m'a donné des tonnes de bonbons pendant quelques jours. Elle m'a aussi fait porter le pyjama de son fils décédé. À un moment donné, elle m'a emmené acheter des bonbons au magasin. Le propriétaire du magasin semblait la connaître, alors il l'a dénoncée à la police. Elle ne m'a jamais fait de mal. Le médecin qui m'a examiné après tout cela a même dit que j'étais bien nourri. Et encore aujourd'hui, je pense toujours à elle et je prie pour qu'elle soit dans un meilleur endroit maintenant. J'ai même essayé d'aller lui rendre visite, alors que j'étais étudiante. Mais sa maison a été vendue et apparemment, elle a déménagé. Aurions-nous, et là, c'est une question rhétorique, je pense qu'on l'a clairement, un syndrome de Stockholm, parce qu'en soi, la personne qui raconte l'histoire s'est clairement fait enlever, mais elle a développé un attachement à la personne qui l'a enlevé. Bien que cette personne n'ait pas été méchante vis-à-vis d'elle, il y a quand même un enlèvement. Donc, vous me confirmerez ça en commentaire, mais pour moi, on a clairement quelqu'un qui a un syndrome de Stockholm, au point où elle se dit même maintenant, j'espère qu'elle est dans un meilleur endroit, qu'elle ait voulu lui rendre visite. Si jamais, tu vois, ça je suis curieux de savoir, si jamais, plus grande, elle avait vu la personne qui l'a kidnappée, quelle réaction elle aurait eu? Est-ce qu'elle aurait une réaction positive, en mode comment vas-tu, etc., toi qui m'as enlevé et tout, ou alors est-ce qu'elle aurait eu une réaction totalement différente? Ça, on ne le saura jamais malheureusement. Allez, petite histoire de stalker. Alors que j'avais entre 10 et 14 ans, j'ai été harcelé par un homme de 40 ans. Mes parents m'en ont parlé alors que j'avais 13 ans. Moi, je n'avais rien remarqué, mais eux, si. Cet homme m'avait suivi à l'école. Il m'envoyait des courriers, il avait pris des photos de moi, et il avait même envoyé à mes parents des messages qui les menaçaient de plein de manières différentes. Nous avions un mot qu'on avait mis en place au cas où cet homme essaierait de s'introduire dans la maison. D'ailleurs, la police était au courant. La maison avait été mise sous surveillance policière. L'école avait dû engager une société de taxi pour me ramener chez moi après les cours. Et du jour au lendemain, la présence de cet homme a disparu. Personnellement, moi je serais père de famille, ce qui n'est pas le cas. Bien que certains d'entre vous m'ont déjà demandé si j'avais des enfants. Non. J'ai 26 ans, ça va, je suis encore jeune, j'ai le temps. Mais bon, projetons-nous un peu dans l'avenir. Si je suis père de famille, et que je vois qu'il y a quelqu'un qui rôde comme ça autour de mon enfant, que ce soit un fils ou une fille, j'aurais peut-être peur pour mon enfant, mais j'aurais pas peur que la personne rentre chez moi, tu vois, genre je pense que j'aurais envie, alors je dis bien je pense, ça se trouve dans les faits ce serait totalement différent, mais je pense que j'aurais envie de confronter la personne, de lui mettre une bonne raclée, de le finir à la Batman, et puis comme ça on n'en parle plus, tu vois. Tu le tues pas, parce qu'on n'est pas meurtrier, mais tu le pousses d'une falaise, toi tu le tues pas, mais la chute oui. Donc, t'es innocenté. Mon raisonnement, il tient la route dans ma tête. Concluons avec cette dernière histoire. Il y avait un tueur en série qui rôdait il y a quelques années. Personne ne savait à quoi il ressemblait, mais il avait déjà tué 3 personnes. Ma grand-mère vivait dans la ville où sévissait ce tueur, depuis environ 15 ans, et elle y vivait seule depuis que mon grand-père était décédé. Elle vivait au bout d'un long chemin de terre, où il y avait d'autres familles, mais la plus proche était à quelques kilomètres de là. Un après-midi, un étranger a frappé à la porte d'entrée de sa maison. Ma grand-mère, qui est une femme avec beaucoup de vécu, elle n'a jamais été à l'école parce qu'elle avait grandi dans une ferme, elle travaillait, elle n'avait jamais fait de longues études pour travailler dans la ferme, mais c'était quand même une femme qui était naturellement intelligente. Elle a donc tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle est allée vers la porte d'entrée mais elle ne l'a pas ouverte. L'homme, un homme de 40 ans, était là et a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone parce que sa voiture était tombée en panne. Ma grand-mère ne sentait pas ce type. Elle lui a dit que non, il ne pouvait pas utiliser le téléphone et qu'il devait partir. Là, l'homme a commencé à essayer de rentrer dans la maison de force. Ma grand-mère a saisi le fusil de chasse de mon grand-père. Elle a menacé l'homme et quand l'homme a vu le fusil, il est parti. Une semaine plus tard, les policiers ont attrapé ce tueur en série. Et nous avons tous été surpris quand ma grand-mère a confirmé que l'homme qui avait toqué à sa porte était ce fameux tueur. Super mamie. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires. Quoi? Qu'est-ce que tu dis toi là-bas au fond? Tu veux une dernière histoire? Est-ce que je peux faire ça pour toi? Allez, une dernière. C'est une petite, celle-là. Mais c'est juste parce que vous êtes gentil, vous méritez. On a dépassé les 98 000 abonnés, on se rapproche des 100 000. C'est un petit cadeau bonus. Il y avait une fille avec qui j'étais en classe qui a découvert, aujourd'hui, qu'il y avait un mec qu'elle ne connaissait pas, qui avait tatoué son visage sur sa jambe. Elle ne sait pas qui il est, du tout. Juste que il l'a tagué sur Instagram avec une photo du tatouage. Elle n'a jamais rencontré cet homme. Elle est sûre et certaine qu'elle ne l'a jamais vu de sa vie. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'il y a quelqu'un dans le monde qui se promène librement avec son visage sur la jambe. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous appreniez que quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vraiment, imaginez quelqu'un qui est dans un autre pays, que vous n'avez jamais vu, qui a pris par exemple une de vos photos Insta, une photo de vous, où on voit votre visage, et qui se l'est tatoué. Comment vous le prendriez, le truc? Personnellement, je pense que je le prendrais pas très bien. C'est assez flippant, c'est assez creepy comme truc, quoi. Ça veut dire que le mec d'un côté, il fait un peu une fixette sur toi. Bon les amis, pour le coup là, on a vraiment fini la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. On se met dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Alors cette histoire, très courte, ça va droit au but. Il y a l'aspect flippant. Je l'ai valide à 100%.
on en a vu pas mal. Justement, le fait qu'elle soit assez condensée et raccourcie, on va directement là où les choses font peur, on peut en voir plusieurs. Ça permet d'aborder aussi plein de situations différentes. On n'a pas forcément les contextes parce qu'ils ne sont pas utiles. Par exemple, dans l'histoire où on a des voisins qui ont mis des caméras dans la maison de certaines personnes, on s'en fout de savoir que le mari il est banquier, que la femme elle est agent immobilière, on s'en fout de savoir que l'enfant il fait 4,2 kg. Tu vois, c'est le genre de truc où le contexte, on s'en fout totalement. Nous, l'info creepy, elle nous suffit. On a l'info creepy, la petite révélation derrière s'il y en a une, c'est parfait. On a les frissons et pas la frustration parce qu'on sait généralement ce qui se passe, sauf pour une des histoires qui est un peu paranormale. Mais du coup, moi, ce sont des histoires que j'ai beaucoup aimées. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!